Bonjour Alain Liotto, bienvenue dans notre modeste émission Livres d'Europe. Je vous ai invité aujourd'hui pour parler d'un livre qui m'a passionné et qui rappelle un peu l'œuvre de Maurice Druon, Hugues, moine, soldat. Alors d'abord, il faut vous présenter. Vous êtes professeur à la retraite, pas très retraité puisque vous écrivez beaucoup. Vous avez enseigné l'allemand dans tout le parcours scolaire et universitaire. Et puis, vous vous êtes mis à écrire sur plusieurs personnages, plusieurs livres, et notamment sur ce fameux Hugues, moine soldat, qui est un moine, et quelque part aussi un chevalier, qui cavalcade à travers l'histoire de toute l'Europe du XVIe siècle, sauf erreur de ma part. Alors, présentez-vous d'un mot et présentez-nous maintenant ce Hugues, moine soldat. Voilà, bonjour maître, Bonjour. et merci de votre invitation. Bien, je suis un enseignant, et un enseignant qui s'est particulièrement occupé de la question des idées, et des idées, dans ce cas-là, sur le plan littéraire, des idées qu'on pourrait appeler politiques, à savoir, d'une part, la métaphysique de ces hommes du XVIe siècle et également leur vision de la politique, c'est-à-dire la partie extérieure de l'ambiance politique et également la partie intérieure de leur ressenti au niveau métaphysique et donc religieux. Qu'est-ce que vous entendez par métaphysique dans votre personnage ? Dans le personnage, c'est un personnage qui vit les armes à la main. D'ailleurs, je décris les armes qu'il utilise avec une certaine précision. Donc, qui est au contact du concret, on ne pourrait pas faire mieux, si j'ose dire. Mais également, c'est un homme de foi. Et donc, qui dit foi, dit également au-delà métaphysique, au-delà de la physique, c'est-à-dire donc les préoccupations cosmogonites, dans le sens de la cosmogonie de l'univers, se demandant parfois quelle est la source de son action, et également un point que je considère comme très important, une réflexion sur la violence qu'il constate à la fois chez lui et chez les autres comme une donnée inhérente à l'espèce humaine. Alors on est en plein XVIe siècle. Il faut quand même dire un mot de ce que fut ce XVIe siècle, qui est le cadre de votre tableau. Le XVIe siècle a cette particularité que c'est on dit renaissance, mais c'est un réveil dans le sens où l'Europe qui avait vécu jusque-là sur les pères de l'Église, grâce ou à cause d'un certain nombre de penseurs, je pense en particulier aux réformateurs, en commençant par Jan Hus en Hongrie, et également évidemment Martin Luther, qui sont ceux qui ont remis en question ce sur quoi l'Europe occidentale avait vécu jusqu'alors, à la fois sur le plan politique et sur le plan des idées. Soyons précis, parce qu'il faut que nos amis comprennent bien le cadre à l'intérieur duquel se déploie cette histoire. Parce qu'on peut parler d'un déploiement. On va traverser toute l'Europe du XVIe siècle, avec ses contradictions, avec ses compromissions, avec toutes ces guerres idéologico-religieuses. Alors j'aimerais pour que le tableau soit bien vu, que vous expliquiez exactement qui est Martin Luther, qu'est-ce qui se passe, comment l'idée de moine soldat va surgir, pourquoi il va y avoir avant les Templiers, les chevaliers teutoniques, parce que c'est la fresque. Et il faut quand même que vous compreniez bien que ces deux livres vous plongent un peu à la manière dont Tolstoï aurait pu le faire, dans
dans une bourrasque d'histoire. Et pour bien comprendre cette météorologie historique, il faut recadrer. Alors, donnez-nous, s'il vous plaît, en quelques mots, les éléments caractéristiques, conflictuels, religieux de cette époque. C'est assez simple, en fait, et à la fois c'est moderne, finalement. Le XVIe siècle se pose la question sur quoi est fondée notre société. Quelles sont les bases de notre société qui, jusqu'alors, d'une façon complètement évidente pour les détenteurs du pouvoir, découlaient de la vision religieuse qui avait été posée par les pères de l'Église, Saint Augustin, etc. Ce qui a pour conséquence que les réformateurs comme Martin Luther a tenté, avec une certaine justification, de remettre en question tout ce sur quoi cette société avait été fondée, à partir de la traduction de la Bible en langue profane, ce qui a permis à une foule de personnes qui ne pratiquaient pas le latin, langue biblique, d'accéder au texte et donc d'en discuter et de les remettre en question. Ça, c'est sur le plan de la pensée. Mais il se trouve, d'une façon qu'on peut considérer comme historiquement étrange, que le même processus, et à peu près dans le même sens, s'est produit dans le monde arabo-musulman, et en particulier dans le monde ottoman, ce qui ne pouvait conduire qu'à une conflagration. Et c'est cette conflagration qui a occupé la Méditerranée du XVIe siècle, sachant que les Ottomans, pendant très longtemps, avaient eu la maîtrise de la mer, et l'Europe occidentale, les Habsbourg, la France, de François Ier, d'Henri II, etc., avaient eu la maîtrise de la terre. De sorte que les vagues successives par la terre des armées de l'islam, il faut bien penser que Soliman le Magnifique avait comme premier titre Amir al-Mouminin, commandeur des croyants, n'est-ce pas? Et face à lui, bien, nous avions d'abord Charles Quint, Philippe II, qui, eux, découlaient d'une façon tout à fait naturelle, sans se poser des questions, de la pensée d'Isabelle la catholique, par exemple, Ferdinand d'Aragon, qui avaient été ceux qui avaient écrasé les derniers musulmans de Grenade en 1492. Ce qui fait que, dans ce roman, le moine soldat est en fin de compte une sorte de symbole qui va à la fois cristalliser en lui, à l'origine le catholique qui se bat contre les huguenots, mais bien plus tard, après une prise de conscience, il va s'apercevoir que ces conflits religieux internes à la France ne sont quasiment pas si importants que ça face aux armées de l'islam qui arrivent sur l'Europe et qui se heurteront une première fois à Vienne, donc au Habsbourg, en 1529. Enfin, ils nous ont apporté le croissant quand même. Oui, bon. On peut dire ça comme ça, mais le fait est que... Non, mais ça fait partie des viennoiseries. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote, mais c'est vrai. Et le café. Juste, oui, très juste. Donc, ils ont laissé des traces. Bon, le croissant, le café et quelques morts. Et voilà. Donc, beaucoup de morts, même. Voilà. Et ce qui fait qu'on a assisté à ce moment-là à un tournant civilisationnel extrêmement important dans la mesure où ça a fixé les frontières qui ont été les frontières de la guerre de 14. On est bien d'accord là-dessus. Et oui, alors donc l'intérêt, voilà, merci d'avoir cadré, parce qu'on comprend bien que accompagner Hugues, votre moine soldat, c'est finalement
traverser avec lui toute cette période et se rendre compte que les conflits d'hier ressemblent étrangement, sous des formes différentes, aux conflits d'aujourd'hui qui se préparent peut-être. Là, je continuerai votre raisonnement en disant que, à mon très humble avis, la seule différence, elle est technologique. Hein. Voilà. Parce que, en réalité, cette opposition, quand on essaie d'un peu creuser, à la fois dans les attitudes de Catherine de Médicis, qui était donc la mère de Charles IX, mais qui, en fait, exerçait le pouvoir. Elle a exercé donc le pouvoir jusqu'en 1550. Oui, elle n'a pas attendu les féministes. Exactement. On peut le dire au passage, quand même. Hein. Disons-le, parce qu'en réalité, elle a été critiquée par son absence de linéarité dans sa politique, alors qu'elle était très probablement une joueuse d'échecs, quoi. À savoir qu'elle calculait toujours le coup suivant, quitte à perdre un certain nombre de pièces importantes, etc. La conduisant quand même à aider Henri III, donc le frère de Charles IX, arrivé sur le trône de France en 1574. Il ne va pas y rester longtemps. Ouais, bien. Alors le fait est que Henri III, qui a amené lui-même Henri IV, donc Navarre, le protestant. Le protestant qui est devenu catholique, n'est-ce pas, enfin, qui s'est converti. Parce que Paris vaut bien une messe. Parce qu'il voulait à tout prix que la France est une structure. L'unité du royaume. Voilà. Oui, mais l'unité, mais une structure aussi politique. Ceux qui, dans le peu de temps où donc il a été au pouvoir, il a pas mal réussi quand même. Parce qu'il avait la guerre contre l'Espagne, etc. Donc, bon, il faut bien penser que ces gens-là, je dis ces gens-là, c'est-à-dire les rois de France de cette époque-là, Henri II, bon, je ne parle pas de François II qui est resté sur le trône un an seulement, ensuite Charles IX, bon, et Henri III, ont, bon gré, mal gré, apporté une sorte de cadeau politique à Henri IV, qui a fait la France, pour beaucoup d'aspects, dont a hérité Napoléon. Oui, Alain, il y a quand même un élément, je ne dirais pas qui manque, mais qui n'est pas forcément à la place que j'aurais aimé l'y voir. Mais je ne suis pas l'écrivain, vous me direz. Hein. C'est Gutenberg, c'est l'invention de l'imprimerie. Parce que sans l'imprimerie, on n'a pas Luther. Alors, il est quand même extraordinaire de voir qu'à l'époque, ils ont su maîtriser ce nouvel outil technique, l'écriture, la lecture, le livre, et que nous, son pendant, qui est finalement le média, on n'a pas été capable, même si chevènement, à partir de 84, je crois, installer des postes de télévision dans les écoles, on n'a pas été capable de donner à nos enfants la science de la lecture des médias. Alors quel a été l'impact de Gutenberg dans l'histoire du moine soldat? Il sait lire, votre moine. Oui, surtout que Hugues Soldat est quelqu'un qui a été nourri justement au père de l'Église. C'est un homme qui a accédé aux textes grecs et à Platon et également donc à tous les écrits et entré donc Saint-Augustin, etc., aux commentateurs de la Bible. Et le fait que donc Hugues Monsoldat se soit préoccupé... Non mais Gutenberg. Oui, mais justement, Hugues Monsoldat étant capable lui-même de lire et de se nourrir de cette nouvelle technologie, finalement, oui. Eh bien, va s'apercevoir que ceux, entre guillemets, d'en face, c'est-à-dire les Huguenots, ont fait la même chose.
mais ils en ont tiré des règles complètement différentes. C'est-à-dire que, de facto, tout texte peut être interprété de façon différente. Ça dépend évidemment de ce que le lecteur y apporte. D'ailleurs, je constate avec intérêt, d'ailleurs, maître, que le regard que vous jetez sur Hugues Moine-Soldat en tant qu'œuvre littéraire n'est pas la même que celle que moi-même je jette, la vision que j'ai sur ce travail me semble assez différente de la vôtre. Et c'est tant mieux. Bien sûr. Et c'est tant mieux. Ça aurait pu... C'est pour ça d'ailleurs qu'on a appelé le XVIe siècle la Renaissance, c'est-à-dire le fait que grâce à l'écriture, accessible par l'œuvre de Gutenberg, on est arrivé à se poser probablement les vraies questions sur les textes fondateurs. Bon. Ceci ayant été posé, le monde islamique, dont Soliman le Magnifique était le chef, a plus ou moins eu les mêmes réactions. Il n'y avait pas eu de Gutenberg sur les textes religieux, tout simplement parce qu'ils sont l'objet de hadiths, c'est-à-dire de commentaires. Et là, Soliman le Magnifique, qui n'était pas un lettré en islam, n'a pris dans l'islam que son caractère politique, j'allais dire politiquement correct, c'est-à-dire guerrier dans ce cas-là, et a relevé le défi de tenter une invasion du monde occidental, à la fois par la terre, hein, il mourra en 66 au siège de Visegrad, donc en allant en direction de Vienne, hein, et par la mer, du fait de ces tentatives nombreuses d'expansion maritime. Et alors, m'excuse de vous interrompre, mais comment on peut être moine et soldat? Bon, Bernanos a écrit des pages magnifiques là-dessus, mais comment on peut être moine et soldat? Cette question, à mon avis, il aurait plutôt fallu la poser aux Templiers. C'est une question qui est une question très ancienne, qui est... Mais quand Hugues arrive dans l'histoire, il n'y a plus de Templiers. D'accord, mais il y a... L'histoire elle-même est extrêmement vivace, et je vous fais remarquer qu'il n'y a plus les Templiers, mais qu'il y a les héritiers des Templiers, c'est-à-dire les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, et donc qui existent toujours actuellement, donc qui ne sont pas, et qui sont loin d'être éteints, qui ont changé de façon, de structure, d'objet, mais en réalité, à cette époque-là, les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem ont un poids extrêmement fort. C'est la raison pour laquelle Philippe le Bel voudra du reste les détruire et les détruira. Mais la notion de moine soldat, elle naît quand même avec l'idée de croisade. Attention. Les moines soldats étaient les Templiers, donc 1118, oui. Et les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, 1142, donc un peu plus tard, n'ont été en Terre Sainte à l'origine que pour protéger les pèlerins. Oui. De facto, bon, ils ont fait la guerre, mais ils ont toujours présenté leur action comme une réponse à la mise en danger des pèlerins par les actions des assassins, etc. Oui. Voilà, oui. Donc à l'origine, c'est toujours l'idée qu'on pourrait... Un petit clin d'œil historique rappelé pour nos auditeurs, comme disait Léon Zitrone, d'où vient l'expression assassin? Assassin, c'était un groupe, on dirait maintenant de radicaux islamistes, qui attaquaient systématiquement, qui s'appelait Assassin, qui attaquaient les
pèlerins venant donc en pèlerinage à Jérusalem. Alors moi j'avais lu, je ne sais pas si c'est vrai, que le nom vient du fait qu'il consommait beaucoup de haches. Bon. Je l'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai. Bon, c'est original. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je l'ai lu plusieurs fois. Et du reste, on peut s'inviter les uns et les autres à faire des recherches là-dessus, Voilà. pour vérifier l'étymologie. Voilà, on pourrait parler des heures et des heures. On pourrait parler des heures et des heures. L'essentiel, c'est de. Alors, il faut prendre le temps pour le lire. C'est en même temps un livre sérieux, documenté, riche en histoire, mais c'est en même temps une cavalcade dans l'Europe du XVIe siècle, dans l'Europe de la Renaissance, avec tout ce qu'elle a d'extraordinaire, de contradictoire, de préparatoire, on peut dire, de préparatoire. Je vous montre ces 2 tomes magnifiques, et je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à lire ces 2 livres, parce que ça va vous permettre toujours la même chose, à partir de ce que fut hier, de comprendre ce qu'est aujourd'hui, et avec inquiétude peut-être ce que sera demain. Merci Alain pour ce très beau livre, merci pour cette bourrasque d'histoire, et il ne nous reste plus qu'à vous lire maintenant pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui. Merci. Merci maître.